donc là, je vous partage l'écran. Un, 2 secondes. Hop. Et là, ça devrait être bon. C'est bon pour vous? Oui, Oui, c'est bon. Super. OK. Donc, là, on va voir en fait le cours sur ce qu'on appelle la régression linéaire. Vous avez peut-être déjà commencé à voir ça en statistique, la régression linéaire? Non, pas vraiment? OK. Donc, c'est une notion que vous allez revoir en stat de toute façon, vue sur un autre à partir d'un autre angle en fait. Mais là, on va le voir à partir de l'angle de l'algèbre linéaire. Donc, c'est des manipulations avec des matrices et des vecteurs. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter quelle est la notion de régression. Qu'est-ce qu'on entend par régression? OK. Donc, alors, si on regarde qu'est-ce que c'est qu'une régression, alors on va considérer un premier objet, un premier vecteur x, un premier vecteur x qui va avoir m éléments. Et donc, chaque élément de x, donc chaque élément xi de x, va appartenir à R. D'accord? Vous allez voir dans le cours, parfois on est dans R, parfois on est dans C. De toute façon, dans les applications réelles, on va toujours se placer dans R. Okay? Donc, mais de toute façon, les définitions qu'on va voir ensemble, elles vont s'appliquer à R ou à C. Donc, on imagine qu'on a ce vecteur X. On va appeler ce vecteur X les conditions. Et maintenant, on imagine qu'on a un autre vecteur Y de la même taille, donc avec M éléments, qui sera dans R également. Donc, chaque élément de Y sera dans R. Donc, Y sera un vecteur de Rm. Et donc, le but de la régression, de la tâche de régression, c'est quoi? C'est d'approximer Y, donc le vecteur Y, comme une fonction de X. Voilà, donc ça, c'est la régression dans le sens général. Donc, on pourrait imaginer que cette fonction f de c, qui essaye de faire une approximation de y en fonction de x, pourrait être une fonction non linéaire, par exemple. Dans le cas général, la régression n'est pas forcément linéaire. Alors, dans notre cours, on va faire de la régression linéaire. Donc, cette fois-ci, on va donc définir un ensemble de coefficients n. Et donc, on va dire que f va dépendre linéairement de ces coefficients-là qu'on va définir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va essayer de faire de manière mathématique pour faire cette régression? C'est de déterminer le jeu de paramètres des n paramètres ici, donc C1, C2 jusqu'à Cn, donc ce vecteur de paramètres qui va minimiser la distance, qui va permettre de minimiser la distance entre y, notre vecteur cible, notre vecteur d'observation, et f de x, donc cette fonction créée à partir du vecteur de condition qu'on aura observé. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? X peut correspondre à une variable, enfin dans la vraie vie, à une variable qu'on peut déterminer de manière assez facile. Par exemple, le poids d'une personne. Okay? Donc, on peut prendre les poids de m personnes, et Y peut correspondre à quelque chose qui est plus difficile d'obtenir juste avec des mesures simples. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, le niveau de cholestérol dans le sang. Je dis n'importe quoi. Imaginons qu'il est coûteux de faire des mesures de cholestérol dans le sang. Et donc, on va essayer de trouver une fonction f de c qui va reposer sur un certain nombre de coefficients qui, à partir du poids qu'on peut obtenir facilement, va nous donner cette autre variable qui est intéressante, mais qu'on ne peut pas obtenir de manière facile. Voilà. Donc ça va marcher évidemment s'il y a un lien entre x et y. S'il n'y a pas de lien, on aura une approximation qui sera mauvaise.
Alors, si on formule ça à partir d'une notation d'algèbre linéaire avec des matrices, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a Y ici, notre vecteur cible, le vecteur qu'on essaie de prédire. On va avoir une matrice A qu'on va définir tout de suite. Et ici, on a notre vecteur C, qui est notre vecteur de paramètres, de n paramètres qu'on avait défini avant. Alors, cette matrice A, c'est une matrice qui va avoir m lignes et n colonnes et qu'on va construire en nous basant à partir des conditions de x. D'accord? Donc, à partir de notre vecteur d'observation x, on va construire cette matrice A. On va voir comment la construire. Et d'ailleurs, on va voir dans une application comment est-ce qu'on pourrait faire ça en pratique. Donc, C, ça va être notre vecteur de coefficients qu'on essaye de déterminer de telle sorte à ce qu'on ait une bonne approximation de Y à partir de A et de C. Donc, on détermine C tel que le produit entre la matrice A et C nous donne quelque chose qui soit proche de Y. Et on a Y, donc, le vecteur que je vous avais défini avant, qui est notre vecteur d'observation. D'accord? Donc, notre vecteur cible. Qu'est-ce qu'on essaye d'approximer? Alors, une façon de faire ça, donc, ça peut être avec ce qu'on appelle de l'interpolation linéaire. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Donc ici, vous voyez la matrice A que je vous avais dit juste avant, qu'on allait créer à partir du vecteur X. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? En fait, si on regarde la matrice A qui est là, on a juste pris notre vecteur X, qui était un vecteur colonne, et on l'a mis à la puissance, chacun de ces termes, on l'a mis à la puissance 0 ici. Donc on a x1 à la puissance 0 qui nous donne 1, x2 à la puissance 0 qui nous donne 1, et ainsi de suite. Donc ici, on a une colonne de 1. Ici, on a une colonne avec les termes de x à la puissance 1, donc x1 à la puissance 1, x2 à la puissance 1, et ainsi de suite. Ici, la même chose au carré, donc le vecteur x avec tous les termes au carré, jusqu'à la dernière colonne qui va contenir m-1, enfin, qui va mettre à la puissance m-1 chacun des termes. Donc ici, c'est un cas particulier parce que notre matrice A n'est plus, comme je vous l'avais mis ici, de taille m fois n, mais elle est de taille m fois m. Okay, c'est une matrice carrée, dans ce cas-là. Et donc là, ça veut dire qu'on essaye de dire que chacun des y ici sera égal à une somme pondérée de ce polynôme-là. On essaye en fait de faire une approximation polynomiale. C'est-à-dire que y1 sera égal à quoi? Sera égal à C0 plus C1 fois la valeur de x1 plus C2, le deuxième coefficient, fois x1, oui c'est ça, x1 au carré, etc. jusqu'à Cm-1, donc le dernier coefficient, fois x1 à la puissance m-1. Donc cette matrice-là, qu'on a construite à partir de notre vecteur x, c'est ce qu'on appelle la matrice de Van der Monde. Okay. Donc ça, c'est un cas particulier parce que notre matrice A va être une matrice carrée. Et donc finalement, si on imagine que notre matrice A est inversible, ce qui pourrait arriver si, dans certains cas, donc on imagine que c'est le cas ici, alors, pour trouver nos coefficients C, qui allaient faire une approximation de Y à partir de la matrice A qu'on a construite à partir de X, il nous suffit donc de multiplier de part et d'autre par A moins 1, par l'inverse de A, pour trouver C, pour trouver donc ces coefficients qui vont nous donner la meilleure approximation de Y à partir donc de A. Et en fait, il s'avère qu'il y aura un seul polynôme, donc de degré m-1, qui va permettre de faire cette approximation. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre vecteur x, donc le poids par exemple d'une personne, on l'a mis à la puissance 0, à la puissance 1, 2, etc. jusqu'à m-1.
pour faire une matrice de taille m fois m. Ici, donc, on a m coefficients. Au départ, on veut trouver ces coefficients, en fait, parce que la matrice, on l'a déjà. On a déjà un vecteur avec notre variable cible, par exemple la glycémie, et on peut donc déterminer, en multipliant par l'inverse de A, ces coefficients-là. Alors vous allez me dire peut-être, mais à quoi ça sert si on a déjà les taux de glycémie? Si on a un modèle, donc si on a déjà ces coefficients, on pourrait interpoler, donc si jamais on obtient un nouveau point, donc c'est-à-dire le poids d'une nouvelle personne qui peut être plus ou moins représenté par les personnes qu'on aurait déjà ici, on pourrait, grâce à notre modèle, trouver son Y sans avoir besoin de faire une mesure du Y, juste à partir du modèle. D'accord? Alors, donc là, on va basculer sur un premier exercice qui va consister à faire les choses suivantes. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est générer un vecteur de condition, donc le vecteur X, qui va avoir une taille de 10. D'accord? Donc, ça, je vous invite. On va voir la partie pratique. Donc, je vous décris l'exercice ici. On va passer sur Discord et on va voir d'un point de vue pratique comment est-ce qu'on va le faire. Donc, X, c'est quoi? Ça va être juste des nombres de 1 jusqu'à 10. Enfin, 0,1, 0,2 jusqu'à 1. D'accord? Et ensuite, le vecteur Y, ça sera juste pour l'exercice, ça sera un vecteur tiré selon une loi normale avec une moyenne de 30 et un écart type de 10, par exemple. On aurait pu prendre d'autres choses. Donc l'exercice, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à utiliser NumPy pour d'abord calculer cette matrice de Van der Monde qu'on avait vue juste avant, ici, qui correspond donc au vecteur colonne X mis aux différentes puissances. Donc on va voir qu'il y a déjà une fonction qui fait ça dans NumPy. Et ensuite, on va essayer de calculer le vecteur de coefficient C à partir de l'équation qu'on a ici. D'accord? Ensuite, on va tirer une nouvelle condition. Donc, vous pouvez prendre une nouvelle valeur de x, x' ici, et on va essayer de voir quelle est donc l'approximation qui est tirée à partir du vecteur. D'accord? Et à la fin, on va faire donc des graphiques pour visualiser ça. Donc, le but de ce petit exercice, c'est de commencer à vous faire utiliser NumPy. Donc là, je vous ai mis des fonctions qui pourront être utiles et que vous trouvez dans NumPy. Donc, il y a la fonction arrange, il y a la fonction random.randn, vous allez voir à quoi ça peut servir. Il y a la fonction vender et il y a la fonction qui se trouve dans le sous-package linalg, qui est celui qui permet de faire des opérations d'algèbre linéaire pour linéaire algebra, et .inv ici. D'accord? Donc, je vais couper l'enregistrement rapidement et on va voir ça ensemble pratiquement. OK? Donc, je vais repartager l'écran. Tac. OK. Donc là, on a fait l'exo et de toute façon, il y a la correction de l'exo sur le lien que je vous ai envoyé sous la forme de Jupyter Notebook. Donc, vous allez pouvoir le consulter soit sous la forme d'une page HTML classique, vous allez pouvoir copier-coller des commandes si vous voulez, ou télécharger le notebook et le regarder sur votre ordi. Alors, dans le cas général, donc là, on a vu un cas assez particulier avec une matrice, la matrice de Van der Monde, qui était carrée, en fait. Et là, ça marchait bien. On pouvait calculer l'inverse parce qu'on avait une matrice carrée. D'ailleurs, là, on a eu, entre guillemets, du bol parce que notre matrice carrée pouvait être... on pouvait calculer l'inverse. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Alors, dans le cas général, l'équation qu'on avait résolue à l'instant, qui est donc A.C est égal à Y,
ne va pas avoir de solution. C'est-à-dire qu'il n'existera pas un vecteur C, on ne va pas pouvoir trouver un vecteur C tel que A.C est égal à Y. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Y ne va pas appartenir à l'image de A. Voilà. Étant donné que Y n'appartient pas à l'image de A, on ne va pas pouvoir trouver un vecteur C qui va nous permettre de trouver une bonne approximation. Voilà, donc je pense que dans des cas réels, vous pouvez le sentir assez bien. Ça sera très difficile de, juste avec une variable, par exemple, juste avec le poids, définir de manière parfaite le taux de glycémie, par exemple. Ça ne sera pas possible. Même si on calcule une matrice de Van der Monde, on ne va pas pouvoir le faire. Et d'ailleurs, on va voir après quelles pourraient être même les limites de la matrice de Van der Monde. On pourrait imaginer que ça peut marcher tout le temps, faire le calcul de la matrice de Van der Monde. Et en fait, dans des cas réels, dès qu'on va commencer à prendre des matrices plus grosses, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Donc, je vais vous inviter après à faire le test. Et en tout cas, dans le cas général, cette équation-là ne va pas avoir de solution. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va pouvoir traiter ce cas avec ce qu'on appelle le problème des moindres carrés. On va faire une approximation. Donc, on ne va pas trouver une solution exacte comme on avait pu. Allô, allô? Alors, ça a lagué un moment. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Pour le brainstorm. Oui, très bien. Ok, super. Donc, je vous disais, donc, ce qu'on a vu dans le cas idéal ne va pas toujours marcher. Donc, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer à ce qu'on appelle une résolution par moindre carré. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est. Donc, le problème des moindres carrés, ça va être quoi? Ça va être de trouver un vecteur de coefficient C, donc encore le même vecteur de coefficient, tel que la distance euclidienne entre AC, donc voilà le A, la matrice qu'on aura définie à partir des conditions X et notre vecteur de coefficient C et Y, donc le vecteur Y, la distance euclidienne entre les deux doit être la plus petite possible. On va essayer de minimiser la distance euclidienne entre ce vecteur-là, donc le vecteur de prédiction, AC ça va être le vecteur de prédiction, et Y, le vecteur réel d'observation. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc là, on décrit le problème de manière mathématique. Donc, on a notre matrice A. Cette fois-ci, on repart dans le cas que je vous avais décrit au départ. On n'est plus dans le cas M fois M avec une matrice carrée. On est dans le cas où on a une matrice A de taille M lignes et N colonnes. Souvent, et dans ce cas-là, on va se placer dans le cas où M est supérieur à N, donc on a plus de lignes que de colonnes. C'est souvent le cas dans la vie réelle. Vous allez souvent vous trouver dans le cas où vous allez avoir plus de lignes que de colonnes. Voilà. Et on va avoir notre vecteur Y d'observation, de valeur qu'on veut prédire. Et donc, c'est un vecteur de taille M. Donc, là, c'est dans C. Ça s'applique exactement également pour R. Le but, donc, ça va être de trouver ce vecteur de coefficient C qui est dans Cn ou dans Rn, si jamais on est dans R, qui va minimiser donc ce qu'on a dit, donc la distance euclidienne entre Y et AC. Donc ce truc-là, c'est juste la norme, le carré de la norme 2 du vecteur de la différence entre les deux. Et il s'avère que ça, c'est également le carré de la distance euclidienne. D'accord? Donc on essaie de minimiser la norme de cette différence, enfin, oui, c'est ça, la norme de la différence entre notre vecteur Y d'observation et notre vecteur de prédiction qui sera calculé par A.C. Il s'avère que
minimiser ça correspond en fait à minimiser ce qu'on appelle les résidus, le vecteur de résidus. Peut-être vous avez déjà entendu ce terme-là en statistique. Le vecteur de résidus, ça va être le vecteur qui sera calculé en faisant la différence entre les observations et les valeurs prédites. Donc c'est R ici, notre vecteur de résidus, R qui correspond, comme je vous l'ai dit, à la différence entre Y, les valeurs observées, et nos valeurs prédites qui sont calculées en faisant A fois C. D'accord? C'est quoi la norme 2? Alors la norme 2, c'est juste, imaginons qu'on a un vecteur X. Donc, je vais noter un peu de texte ici. On a un vecteur X majuscule avec X1, X2, etc. Alors la norme 2, comment est-ce qu'on va la calculer? On va juste avoir la racine carrée de X1 au carré plus X2 au carré, etc. D'accord? Donc ça, c'est la norme 2. On peut définir la même chose pour d'autres termes qui ne soient pas la norme 2, mais dans ce cas-là, on va se placer sur la norme 2. Okay? Au lieu de prendre la puissance 2, ici, on pourrait prendre la puissance 3, ce serait la norme 3, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. D'ailleurs, on peut calculer, c'est ce qu'on avait vu juste avant de commencer le cours, la norme de x, ou au moins son carré, en utilisant un produit scalaire. Donc, si jamais on considère que x a une ligne et n colonnes, si on fait x point x transposé, je vais la noter comme ça, la transposée, ça nous donne le carré de la norme 2, ça nous donne ce terme-là, en fait. D'accord? Donc, si jamais je vous dis, quelqu'un peut me dire comment, enfin, de manière, voilà, avec des vecteurs, comment est-ce que je peux exprimer ce truc-là? Ça serait comment? Avec des transposés et des vecteurs? Donc je vais juste enlever, bon, je peux le laisser là, je vais juste rajouter un autre bout de texte ici. Tac. Ça vous pourrez l'exprimer comment, ce truc-là? En vous basant sur ça, sur ce que je vous ai mis ici. Vous le voyez. Si jamais on considère que x ici, notre vecteur x, alors on va aller plus doucement. J'ai un vecteur R ici. Comment est-ce que je calcule le carré de sa norme 2? R ayant une ligne et n colonnes. Comment est-ce que vous feriez ça? Si je fais R.R transposé, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on obtient? La norme 2? La norme 2 au carré, on a ça. Et si vous voulez, on peut la détailler. Si j'ai R1, R2, R3, par exemple, on va se placer dans un cas avec juste 3 éléments. Si je dis que R est égal à ça, R.R transposé, ça me donnerait quoi? Je commence, c'est R1 au carré plus... R2 au carré. C'est ça, R2 au carré plus... R3 au carré. R3 au carré. Très bien. Et ça va être la même chose en fait. Donc en calculant R.R transposé, vous allez avoir donc exactement la norme 2, si vous voulez, de R, avec des deux de part et d'autre.
Donc, si maintenant je remplace R par Y moins AC, qui est un vecteur, vous voyez donc maintenant comment calculer cette valeur-là. OK? Ça marche. Alors, donc ça, c'est le but. Je récapitule le but rapidement. Donc, le but, c'est donc de trouver C, nos coefficients C, tel que la norme du vecteur de résidu, qui est donc la différence entre les observations et les prédictions, soit le plus petit possible. On veut que la distance entre ce qui est prédit et ce qui est observé soit le plus faible possible. C'est normal, on veut un modèle qui soit bon, donc on veut minimiser les distances entre ce qui est prédit et ce qui est observé. Alors, il s'avère qu'on a un théorème qui nous dit que si on veut trouver donc ce vecteur de coefficient C qui va minimiser ces résidus, donc ces distances entre les observations et les prédictions, notre vecteur de résidu, il sera orthogonal à l'image de A. Donc là, il y a un petit graphique conceptuel qui vous illustre ça. Imaginons que cette droite-là soit un hyperplan où vont se trouver les images de A. Donc tous les vecteurs qui vont appartenir à l'image de A vont se trouver sur cet hyperplan-là. D'ailleurs, vous voyez ici qu'il y a un vecteur AC, donc, qui est par définition dans l'image de A, qui va se trouver ici. Et imaginons que Y soit là. Il n'appartient pas à l'hyperplan en question, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une solution exacte. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de trouver un C, donc des coefficients C, tels que la distance entre Y et l'hyperplan en question soit la plus petite possible. Et donc, pour faire ça, il faudrait que le vecteur R ici, qui sera donc la différence entre Y et AC, soit orthogonal. Si jamais R n'est pas orthogonal, ça veut dire qu'on peut pousser plus loin la description, si vous voulez, dans la prédiction et trouver un vecteur R plus petit. Okay? Ça voudrait dire que au lieu de prendre ce AC qui est ici à l'orthogonale, on aurait un AC ici, et dans ce cas-là, R aurait une norme plus grande. Vous voyez bien, géométriquement, si vous voulez, avec cette analogie géométrique, pourquoi est-ce qu'il faut que R soit orthogonal à l'image de A? Pourquoi est-ce que R ne peut pas contenir une composante ou ne peut pas être décomposé en un élément, un vecteur qui soit orthogonal à l'image de A, plus un vecteur qui appartienne à l'image de A? Ça voudrait dire que, en fait, on est en train de s'éloigner de la solution optimale. Alors, donc ça, c'est pour le théorème et un peu une visualisation conceptuelle pour vous montrer ça de manière géométrique. Et donc, à partir de cette observation-là, en sachant qu'il faut que notre vecteur de résidu soit orthogonal à l'image de A, on va prendre ça, donc mémoriser ça bien. On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut calculer notre vecteur C. C'est toujours notre but, calculer le vecteur C. Donc, on sait que, d'après le théorème précédent, il faut que R soit orthogonal à l'image de A. OK. C'est-à-dire, donc, si on est dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout vecteur Z dans Cn, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, AZ, il appartient à quel sous-espace AZ? Si on prend un vecteur Z quelconque, AZ va appartenir à l'image de A. L'image de A, exactement. Donc AZ appartient à l'image de A. Maintenant, je prends sa transposée. Ici, l'étoile, c'est juste la transposée. Pour des vecteurs complexes, on note étoile pour la conjuguer.
Donc, AZ étoile point R sera égal à 0. Parce qu'on est en train de faire un produit scalaire entre AZ qui appartient à l'image de A, qui est un vecteur qui appartient à l'image de A, et R qui est un vecteur qui est orthogonal à l'image de A. Donc, on a deux vecteurs qui sont orthogonaux. Leur produit scalaire est égal à 0. C'est clair pour tout le monde. On est d'accord? Du coup, monsieur, vous avez dit que étoile sur une matrice complexe, c'est la transposée, c'est ça? L'étoile, donc là, c'est AZ étoile. Donc, c'est la transposée dans le réel. Okay. Si jamais on se place dans les réels, là, au lieu de mettre l'étoile, j'aurais mis un T pour la transposer. Donc, ça aurait été AZ transposé point R. Okay. Pour des vecteurs complexes, on prend ce qu'on appelle la conjuguée, donc, et on le note avec une étoile. Si jamais vous voyez une étoile à un moment, c'est que c'est la conjuguée. Okay. Sinon, si vous voulez la transposer, dans le cas réel, vous remplacez juste dans votre tête l'étoile par la transposée. Donc, AZ appartient à l'image de A, R appartient au sous-espace qui est orthogonal à l'image de A, donc leur produit scalaire est égal à 0. OK. Maintenant, l'étoile, donc la transposée, je peux l'appliquer aux deux termes. Donc, au lieu que ça soit la parenthèse, je vais appliquer la transposée aux deux termes à l'intérieur. Donc, vous vous rappelez bien, si on veut appliquer la transposée, on va avoir l'ordre qui va s'inverser. Donc, on aura Z étoile ici, A étoile, R est égal à 0. Donc là, je n'ai juste que composer le terme qu'il a. Donc ça, c'est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que Z étoile peut être égal à 0? Non, parce qu'on a pris Z comme étant un vecteur quelconque. Donc ce n'est pas ce terme-là dans le produit qui nous pousse vers 0, c'est plutôt ce terme-là qu'il faut qu'il soit à 0. Donc le fait d'avoir pris R orthogonal à l'image de A nous pousse au fait que A étoile R, A transposé R, si vous voulez, sera égal à 0. Or, on sait que R est égal à Y moins AC. Donc ça, c'était par définition. Je vous le rappelle ici, la slide 8, on avait R qui était juste, par définition, la différence entre les observations et les prédictions AC. Hop. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace juste R ici par Y moins AC. On peut faire ça. Et ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la chose suivante. Donc, je me replace ici. Donc, je pars de cette équation-là. On remplace le R par ce terme-là, par le terme qui est juste là, en fait. Je vous ai dit R est égal à Y moins AC, donc Y sera juste égal à AC moins plus R. J'ai juste envoyé le AC de l'autre côté. Je remplace, je peux appliquer ici le A étoile de chaque côté, et pour arriver à cette équation-là. Est-ce que c'est bon? Donc là, j'ai juste utilisé la définition de R pour définir Y comme AC plus R, donc une composante qui est dans le sous-espace de l'image de A, plus un autre vecteur qui est dans le sous-espace qui est orthogonal à l'image de A, et j'ai juste appliqué A étoile des deux côtés. J'ai multiplié, si vous voulez, par A étoile des deux côtés. Ok, maintenant je peux distribuer le A étoile ici. Donc il nous reste A étoile A fois C, plus A étoile R. Et ici, on a A étoile Y. Or, on avait vu que A étoile R, ici, était égal à 0, donc ce terme-là va sauter. Et il ne restera plus que A étoile AC, ici, est égal à A étoile Y. Ça, donc cette équation-là, c'est ce qu'on appelle l'équation normale, les équations normales. Est-ce que
tout le déroulé jusque-là est OK pour vous. Oui? D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle va être la taille de A étoile A, de cette matrice-là? Sachant qu'on avait, pardon, A avait une taille de M fois N. Donc, A étoile aura quelle taille maintenant? N fois M. N fois M, très bien. Pardon, N fois M. Et A, on avait dit c'est M fois N. Donc, le produit entre A étoile et A, N fois M. sera du N fois N. Très bien. N fois N. Donc là, on a une matrice carrée, en fait. Ce qui est bien sympa, on a une matrice carrée N fois N. Et ici, ce terme-là, il aura quelle taille? Ce vecteur-là. Donc, on avait dit A étoile, c'est du N fois M. Et Y, c'est du M. M'. Donc, à la fin, ça va nous donner un vecteur de taille M fois 1, si vous voulez. De taille N. N, c'est ça. N fois 1, si vous voulez, ou N tout court. Très bien. Là, ça marche bien, vous voyez bien, parce que, donc, on avait vu, c'est du N fois N pour cette matrice-là. C, on avait dit que c'est un vecteur de taille juste N fois 1, si vous voulez. Et donc, à la fin, on a encore quelque chose de taille N. Donc, en termes de taille de vecteur et de matrice, tout marche bien. Et en plus, chose qui est bien sympa, c'est qu'ici, on a A étoile A qui est une matrice carrée. Chose qu'on n'avait pas au départ. Au départ, on avait une matrice A qui était de taille M fois N, et donc on ne pouvait pas calculer son inverse. Alors que là, on peut calculer son inverse. Et on peut donc multiplier par l'inverse de A étoile A de chaque côté pour trouver C. Tac, je vais juste rajouter un bout de texte ici. Si je veux C maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dicter qu'est-ce que j'aurai à... C va valoir quoi du coup? Si jamais on imagine que A étoile A est inversible. L'inverse de A étoile A fois A étoile Y. Oui, tout à fait. Donc A étoile A, je vais juste noter -1 ici. A étoile Y. Voilà. Donc là, on est parti d'un cas plus compliqué où A n'était plus carré, n'était plus une matrice carrée, on avait une matrice rectangulaire, on n'avait pas une solution exacte, et on a trouvé maintenant un vecteur C qui va minimiser la distance euclidienne, donc la distance entre les observations et les prédictions. Voilà. Alors, donc là, on est arrivé là à partir de ce théorème-là, que je vous ai plus ou moins défendu avec cette analogie géométrique. Alors, évidemment, on pourrait faire la démonstration de ce théorème. Il y a une autre façon alternative pour arriver aux équations normales que vous allez peut-être rencontrer à un moment si vous lisez des choses là-dessus. Vous pouvez rencontrer cette forme alternative pour retrouver les équations normales qui peut-être vous parlera plus en premier abord. On va voir. Donc on était parti de, on veut minimiser la norme 2, le carré de la norme 2 des résidus. Les résidus, on avait dit, ça va être la distance entre Y et AC, donc entre les observations et les prédictions. Alors, je vous avais fait écrire il y a quelques minutes ça sous forme vectorielle avec juste le vecteur R au départ. Et si on remplace R par AC moins Y, on tombe sur ça. On a donc que le carré de la norme 2 des résidus, c'est égal à quoi? C'est AC moins Y transposé, point AC moins Y. Je peux distribuer mon produit.
vous pouvez le faire avec, à côté si vous voulez pour vous entraîner, mais vous allez tomber sur cette équation-là. On peut faire le début si vous voulez. Alors, quelqu'un me dicte pour que ça soit moins ennuyeux pour vous. On essaie de distribuer le point ici. Donc d'abord, on peut essayer de distribuer la transposée. Alors, quelqu'un me dicte ce qu'on devrait obtenir. Allez, je commence à le faire. Donc, ça serait AC étoile moins... pardon. Est-ce qu'on va faire ça? Ouais. AC étoile moins Y étoile, hop, point AC moins Y. OK? Ensuite, on continue. J'applique la transposée. Ça me fait quoi? Ça me fait C transposé A transposé moins Y transposé. Tac. Point AC moins Y. Quelqu'un me dicte la suite? C étoile A étoile AC. A étoile AC, très bien. C étoile, moins C étoile A étoile Y. C étoile, ouais, A étoile Y, très bien. Moins Y étoile AC. Moins Y étoile AC. Plus Y étoile. Oui, plus Y étoile Y. Plus Y étoile Y. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on tombe exactement sur ce qui est là. D'accord? Pas de surprise. Je vais juste effacer ça. Du coup, je pense que ça ne sert plus à rien maintenant. OK, on a ce terme-là. On a dit qu'on essaie de le minimiser. Donc, on peut calculer sa dérivée par rapport à C. On essaie de minimiser par rapport à C. Donc, c'est C qu'on va... Donc, c'est C qui va bouger. C'est la variable ici. Alors, vous allez trouver dans le lien avec les cours, tout à la fin, un formulaire pour les applications des dérivées dans les cas des matrices et des vecteurs. Donc là, je vous demande de me croire sur parole, mais la dérivée de ce terme-là qu'on a trouvé, qui est donc ce terme-là, par rapport à C, sera égal à ça. D'accord? Donc vous pouvez jeter un œil au formulaire. Donc ça peut être un bon exercice. Vous jetez un œil au formulaire, vous partez de cette équation-là et vous essayez de vraiment vérifier que la dérivée par rapport à C vous donnera ce terme-là. Vous pouvez répéter vos formulaires, s'il vous plaît, sur Ouais. votre site? Ouais, sur le site, tout à la fin, donc tout à la fin, vous voyez, il y a un texte qui dit « Please find below some possibly useful links » et il y a un lien qui dit « Matrix Derivatives Formulae », donc des formules pour les dérivées de matrices. Et là, vous allez trouver juste un formulaire avec comment est-ce qu'on fait les calculs de dérivées pour des vecteurs et des matrices. Okay? Donc, en jetant un coup d'œil à ça et en partant de cette équation-là, un exo pourra être de vérifier que la dérivée de ça, de ce terme-là, par rapport à C, va bien vous donner cette équation-là, ce terme-là, okay? Cette expression-là. Donc, vous allez pouvoir le faire après. Donc, là, je vous demande de me croire sur parole. On a ce terme-là ici, et on essaie de minimiser ça. Donc, ça veut dire qu'on essaye de trouver les valeurs de C telles que ce terme-là sera égal à 0.
on aurait pu tomber sur un maximum, sauf que là, on est dans un cas quadratique, donc on sait qu'on aura une sorte de parabole, donc le point avec la dérivée égale à 0 sera un minimum. Donc, si jamais on prend ça égale à 0, donc c'est ce qui est écrit ici, et qu'on fait les calculs, on va tomber sur quoi? Donc, si vous voulez, on peut le faire aussi pour s'entraîner. On va envoyer ça de l'autre côté, ok? Et je fais le début et quelqu'un pourra faire la suite. Donc, ça sera A étoile A plus A étoile A, le tout étoile C, égale à 2 A étoile Y. Ok? Donc là, j'ai juste envoyé ce terme-là de ce côté-là. Quelqu'un me dicte la suite? Je vous ai perdu, c'est bon? Est-ce que A étoile A, Ouais. le tout étoile, c'est la même chose que A fois A étoile? Du coup, alors on va, donc ça serait comme dire A transposé A, le tout transposé. On peut donc appliquer la transposée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va le faire ensemble. Donc, ce terme-là reste inchangé. Ici, donc, on essaie d'appliquer la transposée à ce terme-là. Donc, ça devient, si vous voulez, bon, je vais le faire ici. Donc, si on applique la transposée à la transposée, ça devient A. Donc, A transposé, transposé devient A. Et ici, on a A sans rien transposé devient A transposé. Sauf que après, il faut inverser les deux. Donc, ça nous donne A transposé A. C est égal à 2A étoile Y. Monsieur, Oui. je vois pas pourquoi il faut inverser les deux après. Alors, je pense que vous avez déjà vu ça quand on fait... attendez, moi je vais mettre un bout de texte ici. C'est les définitions de base. Je pense que vous avez vu ça avec Samuel. Donc, si vous faites... je vais mettre je vais mettre une étoile. Allez. Si jamais je veux distribuer l'étoile, par définition, vous allez... ça sera comme ça, en fait. Voilà. C'est une formule qu'il faudra connaître. Ok. On peut la prouver. Je pense que... Je ne sais pas si Samuel vous l'a montré en cours. Je pense que si. Peut-être rapidement. Peut-être vous allez le voir plus dans le TD avec lui. Mais en tout cas, si vous avez deux matrices A et B, et vous appliquez l'étoile au tout, et vous voulez ensuite distribuer la transposée, ça sera comme appliquer la transposée et ensuite inverser l'ordre des deux. Alors, pour vous donner une idée de pourquoi est-ce qu'il faut que ça se passe comme ça, imaginons qu'on a une matrice A qui est de taille n fois m, d'accord? Et on a une matrice B, du coup, pour que ça marche, qui devra avoir une taille de m fois P, par exemple. D'accord? Sinon, le premier produit ne serait pas correct. Vous êtes d'accord? Si je fais la transposée des deux, ça me fait quelle... donc ça, c'est les tailles de A et la taille de B. Donc, si vous me donnez maintenant les tailles des transposées, vous allez me dire que c'est quoi? M fois M. Merci. M fois N. Et pour B, P fois M. merci. P fois N. Oui, c'est P fois N. Parfait. Donc, si jamais je me dis que ce terme-là, maintenant je vais faire A étoile, B étoile. Donc, c'est
ce qu'on aurait envie de faire au départ. Ça me fait donc multiplier une matrice M fois N et une matrice P fois N. Est-ce que ça va marcher, ça? Non, ça ne va pas marcher. Par contre, si je fais B étoile, A étoile, ça me donne quoi? Ça me donne du P fois M et ici, du M fois N. Et là, je tombe bien sur du P fois N, une matrice de P fois N, ce qui correspond bien à la transposée de ce produit-là. Si jamais j'avais fait ce produit-là, AB, j'aurais eu quelle dimension? Enfin, quelle taille pour nos matrices? Du N fois P. Du N fois P, exact. Du N fois P. Et donc, si je fais la transposée de tout ça, AP, le tout transposé, ça me donne du P fois N. On est d'accord? Ce qui correspond bien au terme qui est là. Ça vous donnera du P fois N également. OK? C'est juste pour vous donner l'intuition de pourquoi ça n'aurait pas marché. C'est bon? OK. Donc, je vais juste effacer ça. Voilà, donc là, ça vous fait, en fait, si on reprend ça, ça vous fait du 2 fois ça. Je peux simplifier les deux. J'enlève les deux de part et d'autre. Et ça me fait donc l'équation qui est là. D'accord? Si vous sentez encore que ce n'est pas hyper clair, un bon exercice sera de refaire ces manips-là pour être sûr. Mais je pense qu'avec avec ce qu'on a vu maintenant, ça devrait aller mieux. Donc là, on retombe sur la même équation, l'équation normale qu'on avait vue avant, qu'on avait vue ici, en partant de notre théorème. D'accord? Donc, c'est deux façons de tomber sur la même chose. Ici, on part sur peut-être une notion plus familière. Donc, on a une fonction, on essaie de la minimiser, on calcule sa dérivée, on la met égale à 0, on calcule la valeur de la variable pour laquelle la dérivée sera égale à 0. Et ça vous donne donc, le résultat. Et là, on était parti d'un théorème et on tombe sur le même point. Donc, on était arrivé là. On avait notre équation normale. Et donc, c'est celle-là. Et on a dit que si jamais A étoile A est inversible, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer son inverse et on peut donc déterminer C en multipliant de part et d'autre par l'inverse de A étoile A. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Cette matrice-là, l'inverse de A étoile A point A étoile, c'est ce qu'on peut appeler également la pseudo-inverse de la matrice A. C'est une matrice de taille n fois m, et on va appeler ça la pseudo-inverse de A. Et en fait, A+, donc cette pseudo-inverse, c'est une matrice, c'est une matrice qui va vous servir en fait à mapper, projeter les vecteurs Y vers les vecteurs C en fait. Donc, on avait Y ici, et on applique cette transformation A+, cette transformation linéaire, et ce mapping-là va nous donner le vecteur de coefficient C. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque-là? Pour la partie un peu calculatoire, avant de passer à une sorte de récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, si je reformule ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Le but, c'est de déterminer C tel que, donc c'est juste un vecteur de paramètres,
tels que, une fois qu'on va calculer la matrice A, donc on calcule une matrice A à partir de notre vecteur X de condition. Ça peut être par exemple une matrice de Vandermonde qu'on aura tronquée. Donc au lieu de prendre une matrice de Vandermonde n fois n, une matrice carrée, on va la tronquer. On va prendre par exemple les 3 premières ou les 4 premières colonnes. Donc dans ce cas-là, on a une matrice qui n'est pas carrée, on ne peut pas prendre son inverse directement. On va calculer sa pseudo-inverse et ensuite on va déterminer C à partir de la pseudo-inverse et de notre vecteur d'observation Y. Voilà. Et donc avec notre vecteur C, qu'est-ce qu'on pourra faire? Si jamais on reçoit une nouvelle condition X', par exemple un nouveau poids, et qu'on veut déterminer sa glycémie, donc Y, qu'est-ce qu'on fait? On calcule A', la matrice de Vandermonde tronquée, cette fois-ci pour le nouveau vecteur d'observation X'. Donc, par exemple, on reçoit un vecteur avec des poids de 5 personnes, 5 nouvelles personnes. Ça, c'est notre X'. On va calculer notre matrice A'. Et afin de déterminer une approximation du vecteur Y' d'observation qu'on était censé voir, on peut approximer ça par le produit de A et A', donc la matrice qu'on vient de calculer, point C, le vecteur C qu'on aura déterminé avec notre jeu de données de départ. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc imaginons, on a un jeu de données de 100 patients, par exemple. On va calculer notre modèle, donc nos coefficients. Et maintenant, on reçoit uniquement le poids de 10 patients. On n'a pas leur taux de glycémie, on veut le déterminer. On peut maintenant utiliser notre vecteur de coefficient pour le déterminer. Voilà l'idée. Monsieur, Oui. mais du coup, pour la régression, notre R' il est quand même inconnu ou comment Ouais. Ouais. Donc, dans le deuxième cas, dans le cas où on a juste le vecteur de condition, donc les poids, le R', on ne va pas savoir s'il est très élevé ou pas. Donc, c'est une très bonne remarque. Ça va marcher, donc ce type d'approche va marcher si notre X' vient de la même population de X, c'est-à-dire que X' est bien représenté par les instances qu'on avait dans X. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas du tout marcher. C'est une très très bonne question. Dans ce cas-là, également, on ne peut pas déterminer quel est le taux d'erreur, quelle est cette distance entre les observations et les prédictions qu'on avait. On ne pourra pas la déterminer. On pourrait la déterminer a posteriori si jamais on reçoit un vecteur Y' avec les valeurs mesurées, par exemple. Voilà. C'est bon pour tous? Oui. OK. Et donc là, alors là, je peux vous montrer donc un exemple. Là, on l'a vu pour une matrice A quelconque. Ça peut être une matrice de Vandermonde tronquée, pas forcément. Pour imaginer d'autres façons différentes de calculer cette matrice A et de faire ensuite l'approximation. Un cas qui est assez classique, c'est de faire une régression par moindre carré polynomial. Dans ce cas-là, en effet, on va prendre la matrice de Vandermonde tronquée au degré n, par exemple. Ici, on prend donc les n premières, les n premières colonnes de notre matrice de Vandermonde, et ça reviendrait à dire qu'on va faire une approximation en utilisant une fonction polynomiale de degré n-1 de nos observations à partir de nos conditions. D'accord? Ça, c'est un exemple classique de comment est-ce qu'on peut faire une régression. Donc, on calcule cette matrice de Vandermonde tronquée et avec cette matrice-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est en train de dire que Y
va être une fonction polynomiale ou peut se calculer comme une fonction polynomiale à partir de x, de notre vecteur x. Donc ça, c'est notre hypothèse sous-jacente au fait de partir sur cette configuration-là. Ce n'est pas la seule façon de le faire. Donc, par exemple, on pourrait, au lieu de prendre cette approximation polynomiale, au lieu de calculer le même vecteur à la puissance 1, 2, 3, on pourrait calculer le sinus du vecteur, le cosinus ou n'importe quoi, et ensuite appliquer la même méthodologie. Est-ce que ça fait sens dans le cas de l'application ou pas? Ça, c'est à déterminer après. Voilà. Et on va pouvoir rester, je pense, sur l'exo pour la prochaine fois. Alors, l'exo, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu ensemble. Donc, ça, vous allez pouvoir le faire en autonomie. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la matrice de Vandermonde tronquée. Je vous ai montré comment le faire. Donc, il faut juste jouer sur les paramètres qu'on envoie à la fonction Vander. Et c'est à peu près la même manip qu'il y a un instant. Okay. Je vais voir s'il y a un autre exo. Non, il n'y en a pas. Par contre, je peux vous rajouter un petit exo qui serait de, au lieu de prendre seulement un vecteur de taille 10, de prendre un vecteur avec plus de conditions. Peut-être vous pouvez aller à 30 ou 40 et voir déjà si la première méthodologie qu'on avait prise en utilisant juste la matrice de Vandermonde va marcher ou ne va pas marcher. Et si celle-là va marcher ou ne va pas marcher. Voilà. Voilà, donc ça sera un exo, plus pour vous faire manipuler un peu les outils, sachant que si vous n'avez pas pris les notes de l'exo qu'on a fait ensemble, vous pouvez aller récupérer toutes les commandes sur le tutoriel qui est en ligne. D'accord ? Et la prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est comment se servir de la décomposition en valeur singulière pour faire la même chose, pour faire ces moindres carrés-là, pour résoudre le problème des moindres carrés de manière plus efficace. Juste pour un avant-goût de ça, si je remonte un petit peu ici, voilà. Si on regarde la tête de notre matrice pseudo-inverse, est-ce que vous avez l'impression que ça sera très coûteux en termes de temps de calcul de faire ça ou pas? Alors je ne sais pas si Samuel vous a un peu, peut-être, oui, peut-être comme vous n'avez pas encore fait la partie pratique Python, ce n'est pas encore très clair, mais en fait, le fait de faire une inverse sur une matrice plus ou moins grande peut être assez coûteux en termes de temps de calcul. Peut-être vous avez essayé de faire les inverses à la main, vous voyez déjà qu'il y a pas mal d'opérations à faire, ça peut être assez coûteux en temps de calcul. Donc, calculer ces pseudo-inverses-là de cette façon-là peut être assez gourmand. Et le fait de passer par la SVD, donc par la décomposition en valeur singulière, va pouvoir vous faire gagner en temps de calcul et en précision aussi. D'accord? Donc ça, on va le voir la prochaine fois. Donc, pour la prochaine fois, si vous faites l'exo, donc c'est juste reprendre ce qu'on a fait la dernière fois en adaptant un peu ça. Et n'oubliez pas donc de regarder la SVD. Donc si vous pouvez jeter un œil à la SVD, ça sera pas mal. Ça nous permettra de gagner un peu de temps au début. OK ? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Ou des remarques, si c'est enfin, des remarques quelconques sur le cours? Non, pas forcément. OK, donc voilà, je pense que c'est assez utile de voir le lien entre ce que vous allez voir en théorie et
assez rapidement une application un peu en programmation, si vous voulez, en NumPy, en Python, de qu'est-ce que vous allez pouvoir, comment est-ce que vous allez pouvoir manipuler ces outils-là, mais avec des données plus grandes, lorsque vous n'allez pas pouvoir faire les calculs à la main. Donc on va essayer de faire ça et on va voir à peu près le même type de choses en TD. Mais donc revoyez ça pour la prochaine fois. Okay, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous que ce soit sur la partie de Samuel ou la mienne, de les mettre sur le groupe Discord, sur le chat. Voilà. OK. Donc je vais arrêter le partage s'il n'y a pas de questions. Si c'est tout bon. J'arrête le partage et j'arrête l'enregistrement.